j'avais envie de vous recevoir au coin du feu parce que quand on a enregistré ces 6 podcasts avec Anne, on était en l'occurrence chez elle parce que nous sommes à 20 minutes de voiture l'un de l'autre. Donc, on était un peu déjà dans une forme intimiste, en fait, dans une maison et pas dans un studio d'enregistrement. Et j'avais envie de prolonger ce côté intimiste, ce partage. Et vous avez vu que ben, j'ai partagé aussi passablement de ma propre histoire aussi, Anne aussi de temps en temps aussi. Donc, j'avais envie de continuer ça dans ce même esprit. Et peut-être, c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de thèmes différents, mais au fond, j'essayais de réfléchir ce qui était le cœur de ce que je proposais dans mes animations, dans mes activités d'une manière générale. Et au fond, le travail que je propose, même s'il est en général la porte d'entrée, c'est la relation de l'argent, c'est pas autre chose qu'un travail d'amour de soi. Parce que je n'ai pas trouvé encore d'autres portes pour avoir une relation sereine avec l'argent que d'avoir plus d'amour de soi. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que celle-ci, mais en même temps, c'est une solution qui me plaît assez bien parce que si on arrive à être plus en amour avec soi-même, ça aura un impact qui sera tellement, tellement plus large que des questions d'argent. Ça aura un impact sur notre vie en général, évidemment. Et, euh, et pour cela, moi, j'ai tendance à regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je veux dire dans la matière, et puis d'aller ce qui se passe dans ma matière. Bon, quand c'est dans la matière de ma vie, donc ce qui est confortable en général, on passe pas tellement de temps à l'analyser, on peut juste goûter à ça, se réjouir, dire merci. Et puis quand c'est un peu plus compliqué, quand c'est un peu plus inconfortable, en général, c'est le moment de m'arrêter, de me dire, oh, qu'est-ce qui se passe là en ce moment que ça frotte? Qu'est-ce qui se passe à ce moment que ça soit pas fluide? Qu'est-ce qui se passe à ce moment que j'ai peut-être un ou deux problèmes avec un ou deux clients alors qu'habituellement ça se passe pas comme ça? Qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a plus d'entrée d'argent, qu'il n'y a plus de clients, que ma relation avec un proche, l'autre est plus compliquée? Et chaque fois avec la question de me dire, et s'il y avait quelque chose chez moi qui avait pu générer ce genre de situation, qu'est-ce que ça serait? Donc, vous voyez, en fait, j'utilise vraiment ce que je vis au quotidien pour aller essayer d'aller me rencontrer à l'intérieur, essayer d'aller voir, mais qu'est-ce que ça pourrait dire de moi? Est-ce qu'il y aura encore des conflits intérieurs qui se manifesteraient par quelque chose de inconfortable à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des parts de moi que je n'ai encore pas vues, que je n'ai encore pas accueillies et qui sont en train de se manifester à l'extérieur? Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de vous parler euh, ce soir. Et puis, on fera justement, je répondrai à vos questions, on fera un exercice après dans ce sens-là. Le deuxième livre que j'ai écrit s'appelle Enfin libre d'être soi-même avec une amie, Evelyne Faniel, en Belgique. Et puis, dans ce livre-là, on parle entre autres des effets miroirs. Les effets miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est quand il se passe quelque chose à l'extérieur de ma vie, enfin, à l'extérieur, c'est-à-dire que quand je suis en relation avec quelqu'un, mais ça pourrait même être que si je vois quelqu'un à la télévision, et puis que son attitude m'énerve, m'agace, voire peut-être même me met en colère, certainement que ça vient faire miroir chez moi. Et je vais vous donner un exemple concret qu'on décrit dans le livre et que nous avons vécu ensemble alors que nous étions en train d'écrire ce livre. Nous sommes en Belgique et nous allons regarder une série de conférences dont un gars qui fait une conférence sur la confiance en soi, c'est un docteur français, je ne sais plus le nom d'ailleurs, c'est pas important. Et nous le regardons commencer à animer sa conférence. Et au bout de quelques minutes, pas moins de 10 minutes, je me tourne vers elle, je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui m'agace ce mec-là? Puis elle me dit, oh, moi, je peux plus le voir en peinture. Vous voyez, on est déjà unanimes les deux pour voir qu'il vient réveiller quelque chose chez lui. Mais on a une cinquantaine, nous sommes peut-être les deux seuls qui l'agacent, je n'en sais rien, mais en tout cas, on sort de la conférence et nous sommes en pleine écriture de ce livre-là, mais je vois qu'à ce moment-là, nous n'avons juste aucune envie d'imaginer que nous puissions lui ressembler. Parce que dans sa manière d'animer cette conférence, il était sans arrêt à se retourner à regarder ses slides, il parlait sans arrêt de moi, je, tous les titres qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, mais je ne sentais pas du tout de connexion avec nous. Et je me disais, autant Evelyne que moi animons régulièrement des conférences et on disait, mais c'est pas du tout notre manière d'animer des conférences, c'est plutôt l'inverse, on est très en contact avec les gens. Donc, vous voyez, sur l'attitude, on peut dire qu'il y a zéro effet miroir dans le sens que son attitude à lui, c'est pas du tout la nôtre. Donc, ça, c'est le premier niveau. Mais ce premier niveau, il n'est pas suffisant. Il y a un deuxième niveau derrière. Et le deuxième niveau, il m'a fallu moi presque 3 jours pour vraiment m'occuper de ça parce que je voyais qu'il n'avait vraiment aucune envie d'aller imaginer qu'il reflétait quelque chose de moi, ce gars. Et au bout de 3 jours, j'étais de retour en Suisse et je me suis dit, et c'est là vraiment la clé pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça,
C'est de me dire, si je me permettais de lui balancer un jugement sur ce mec-là, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Ce gars, il est quoi dans cette attitude? Et au moment où je me suis posé la question, la réponse est venue tout de suite. Ce gars-là, je le vois comme un égocentrique. C'est vraiment comme ça. Donc, autrement dit, la caméra tournée sur lui, vraiment, il ne pense qu'à lui. Et c'est vraiment l'impression que j'avais. Je n'ai pas raconté cette histoire dans le podcast, rassurez-moi bien. Non. Non, ok, d'accord. Non, parce que je n'ai pas en tête tout ce qui a été dit, pas que je vous raconte une chose qui a déjà été dit. Alors, c'est là que je dis, bon, ok, donc je vois son attitude comme égocentrique, ce n'est bien évidemment pas la réalité, c'est juste ma perception. Ma perception, puis je me lâche un peu, c'est le jugement que j'ai sur lui. Et c'est là que je me dis, ok, miroir, mon beau miroir, égocentrique, est-ce que ça ne parlerait pas un peu de toi aussi? Et j'ai eu la réponse au quart de tour. Au quart de tour, ça veut dire quoi? Ça me dit, ah ben oui, c'était une époque où je voyageais énormément. Je me dis, je vis une vie, je voyage beaucoup, j'adore ça, je kiffe ma vie, je vais faire des ateliers partout en francophonie. Et à aucun moment, tu n'es allé demander à ton épouse qu'est-ce que ça lui faisait d'avoir un mari aussi souvent absent. Vous voyez, un bel exemple d'égocentrique, juste tourné sur moi dans mon propre intérêt. J'avais trouvé un espace de jeu tellement génial que je sais pourquoi je ne peux pas lui demander. J'avais juste peur qu'elle me dise, ah ben non, ça ne me va pas, il faudrait vraiment changer les choses, faudrait moins... Enfin, j'avais juste juste peur qu'elle m'empêche, j'avais un super jouet, puis qu'elle m'empêche de jouer avec mon jouet. Donc, vous voyez, c'était un super exemple d'égocentrisme que j'avais. Et j'en parle avec Evelyne, je dis, ah ben oui, j'ai trouvé et tout, puis je lui explique ça, et elle me dit, ah ouais, ça me parle complètement, c'est exactement le même jugement que j'aurais sur lui, et elle, comment ça se manifestait? Elle est en train d'écrire un livre avec moi, elle a une partenaire d'affaires avec qui elle a créé la société, elle me dit, je ne lui ai pas demandé ce qu'elle en pensait, je ne lui ai pas demandé si elle était d'accord ou pas, j'ai décidé que je faisais ce livre avec toi, donc j'étais juste tourné sur moi et mon plaisir, et je ne lui ai pas parlé. Donc, magnifique exemple d'égocentrisme aussi, vous voyez, on est coupé de l'autre, qui sont chaque fois dans le cas présent des personnes importantes. Donc, tout ça m'a permis d'aller voir que j'avais à accueillir cette part que j'avais rejetée, parce que si j'étais à l'aise avec cette part de moi, en aucun cas cette personne m'aurait énervé. Elle m'a énervé uniquement parce qu'elle a montré une facette de moi que je n'aimais pas et que je mettais à l'extérieur, que je rejetais. Donc, j'ai accueilli cette partie de moi. Et chose intéressante, je me suis retrouvé peu de temps après à Lyon, dans une école de coaching à animer. Et il y avait un autre gars qui animait déjà, ce n'était pas la première fois qu'il animait avant moi aussi dans cette école de coaching, et il m'agaçait beaucoup. Et ce jour-là, j'ai pris conscience en fait qu'il m'agaçait parce que je le trouvais très égocentrique. Et ce jour-là, il s'est comporté exactement de la même manière que d'habitude, et ça ne m'a plus énervé du tout. Vous voyez, c'est comme si son attitude ne m'énervait plus parce que j'étais juste en paix avec ce que je percevais de lui, parce que je savais que c'était aussi moi. Et c'est amusant parce qu'à partir du moment où j'étais en paix et qu'il ne m'a plus agacé, on a pu entrer en contact, en connexion, on a vraiment eu une très bonne connexion, un très bon lien ensemble, mais alors qu'avant, je le mettais de côté en me disant, ce mec-là, il n'est pas intéressant, je n'avais aucune envie d'aller vers lui. Alors que là, ça m'a donné envie d'aller vers lui, d'apprendre à le connaître, et on s'est apprécié mutuellement. Donc, vous voyez, l'intérêt, à un moment donné, d'aller accueillir ces parts de plus, c'est que je suis toujours moins réactif à ce qui se passe chez les autres, au comportement des autres, parce qu'ils sont toujours moins en train de révéler des parties de moi que je n'aime pas. Entendons-nous, ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec tous les comportements, jamais que ce soit clair. Ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec les comportements, je peux très bien poser des limites si ça ne me convient pas, mais simplement aller voir que derrière ce qui me convient peut-être pas, en l'occurrence, c'était rien de grave avec ce conférencier, mais même derrière quelque chose qui ne me convient pas, il y a le cadeau qui est fait de venir révéler une partie de moi que je n'aime pas. Et aussi longtemps que je n'aime pas des parties de moi, je ne peux pas être vraiment dans l'amour de moi parce que je ne m'accueille pas inconditionnellement, puisque je m'accueille conditionnellement, seulement ces parts-là et les autres qui pourtant, nous sommes tout et son contraire, existent vraiment. Voilà, j'aimerais sûr que je sois aussi clair que je l'aimerais. Ça va, c'est clair pour vous? Si quelqu'un peut prendre le micro, n'importe, même le dire, ou mettre un vue, ou un pouce levé, ou un commentaire, voilà. OK, super, merci. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on fasse un exercice avec ça? Ça vous dit? Je ne sais pas si j'ai prévu, mais on pourrait le faire. Ça vous dit? Oui, OK. Alors, vous allez trouver une situation de quelqu'un qui a un comportement qui vous agace parfois ou qui vous a agacé. Et peut-être, voilà, donc,
ce soit dans le passé ou que ce soit quelqu'un de présent, si c'est présent, c'est encore mieux, ou quelque chose de récent. Donc, pensez à quelqu'un qui vous a agacé, ça peut être un proche, ça pourrait être... Et vous savez, moi, je vois aussi, ça peut tout à fait être... Alors, j'ai plus de télévision depuis longtemps, mais je sais qu'à l'époque, regarder Sarkozy juste à la télévision, j'avais tout qui se hérissait en moi. Donc, je voyais bien que il faisait un superbe effet miroir sur moi. Moi, j'ai pas pris le temps d'analyser, mais c'est peut-être bien l'égocentrique aussi, d'ailleurs, à y réfléchir, mais je ne sais pas. Mais simplement pour vous dire que ça peut aussi être un personnage politique, un personnage public. C'est exactement la même chose, c'est pas différent. Dès le moment où ça réagit en moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à une situation. Et voilà, donc bien évidemment, vous l'aurez compris, une fois que vous avez trouvé la situation, il ne s'agit pas d'imaginer que vous vous comportez de la même manière. Il est même assez probable que vous ne vous comportez pas de la même manière que ce que vous voyez. Mais ce qui va être le cadeau, c'est d'aller voir si vous vous lâchiez, quel jugement auriez-vous sur cette personne quand elle se comporte de cette manière-là. Je propose peut-être, une fois que vous avez trouvé le mot, vous pouvez le mettre dans le chat, ça me permettra de me mettre en lien avec vous aussi, et puis de voir cela. Donc, de voir un peu ce qui vient comme ça. Alors, j'attends quelques secondes. Et puis, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver le jugement pour une ou l'autre personne, on peut toujours essayer de regarder en direct si je peux vous aider à le voir. Alors, je ne vois rien dans le chat. Serait-ce dire que vous n'avez pas trouvé? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais une situation, quelqu'un qui vous énerve pas un peu quand même. Autrement, vous êtes de grands sages, vous n'avez rien à faire ici. C'est moi qui dois venir vers vous, mais pas vous vers moi. Alors, quelqu'un qui a le micro, je ne sais pas si elle veut me dire quelque chose ou simplement le micro est resté là. Alors, frustration, c'est ce que vous sentez, blessure, mais ce n'est pas le jugement, Hélène, ce n'est pas le jugement que vous avez sur lui. Sur lui, c'est quoi le jugement? Il est quoi? Je prends un exemple, c'est un malotru, il est malhonnête, il est injuste, il est, voilà, je sais pas, vous voyez, il travaille tellement sur la main support, mais ça veut dire que il faut aller au-delà de ça, Rosé, pour dire ça. Quand on dit cela m'insupporte, alors quelqu'un qui travaille tellement, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il est juste tourné sur lui, qu'il s'en fout des autres? Alors quelqu'un qui fuit, ça pourrait être un fuyant peut-être, mais derrière tout ça, voilà, patriarcal, archaïque, ok, il est patriarcal, il est archaïque, ok, là c'est plus clair. Voilà, la Je voudrais personne. juste dire que je n'arrive pas à accéder au chat. D'accord, oui, en Catherine, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'arrive pas à accéder au chat. Oui, et c'est quoi le mot que vous avez trouvé? Prétentieux. Voilà, prétentieux, super, ok. Prétentieux, c'est très clair. Voilà. Limité, borné, voilà, c'est très clair aussi. Donc voilà, il manque de considération, d'accord. Égocentrique, ne parle que de lui, n'écoute pas les autres, ok. Égocentrique aussi. Voilà. Donc vous voyez, là, à coup, on a déjà des choses beaucoup plus claires. Hein. Mais ça demande un petit peu d'oser se lâcher parce que une partie de nous, des fois, qui dit non, mais c'est pas bien de juger les autres, mais c'est pas question que c'est bien ou pas bien, c'est juste qu'on le fait sans arrêt par nos pensées. Donc, pas à l'écoute, bien pensante, ça voudrait dire, Sophie, qu'elle a l'impression qu'elle sait mieux que les autres ou bien qu'elle est au-dessus des autres, là, irréaliste, indifférent. Voilà. Toujours avoir raison. Donc, quelqu'un qui a toujours raison, c'est-à-dire, serait quoi le jugement? Ça aurait trouver un mot pour Sylvie, peut-être. Voilà, Catherine, c'est bizarre. Normalement, le chat, il est en bas, sous discuter. Je ne sais pas ce qu'il y a comme barre d'outils, mais normalement, c'est là que ça se trouve. Donc vous voyez, à un moment donné, une fois que vous avez trouvé ce mot-là, effectivement, ça veut dire comment vous pouvez l'accueillir, ce mot. Comment je peux voir l'irrespectueuse en moi, par exemple, pour prendre ce que dit Anne-Laure, l'irrespectueuse. Alors, est-ce que ça vous choque si je vous dis tu? J'ai beaucoup de peine à dire vous. Ça va? C'est OK pour vous si je vous dis tu? Et vous me dites tu, évidemment, aussi. Hein. Voilà. Alors, Anne-Laure, est-ce que irrespectueuse, est-ce que ça pourrait parler de toi? Se pourrait-il que tu sois irrespectueuse parfois? Et en général, c'est surtout avec nous qu'on l'est. Hein, oui, tu as pris un sourire. Dès que je dis avec nous, vous voyez un sourire qui vient. Moi, en tout cas, je peux être très irrespectueux avec moi-même en faisant beaucoup trop.
En n'étant pas à l'écoute de mon rythme, je peux être le roi des irrespectueux. Donc, on peut voir que cette personne-là vient te montrer une partie de toi que tu peux être. Ça pourrait être avec les autres aussi, évidemment, mais déjà, avec toi, en tout cas, tu l'es. Voilà. Christine, voilà, dit indifférent. Christine, peut-il arriver parfois que tu puisses être aussi indifférente, toi aussi, avec les autres, avec des situations de vie dans lesquelles on ne se laisse pas toucher? Et ça pourrait parler de toi aussi, par exemple. Alors, voilà. Donc, voilà, prétentieux. Catherine, est-ce que ça t'arrive d'être prétentieux ou est-ce qu'au fond, tu ne t'autorises pas à être prétentieuse, à être prétentieuse, parce que des fois, voilà, elle rit. Alors, je ne sais pas si tu l'es, mais en tout cas, peut-être tu ne t'autorises pas à l'être. Je vais donner un bel exemple de prétentieux que je suis, parce que aussi, ce n'est pas un mot qui fait très plaisir. D'accord, être prétentieux, c'est peur comme à l'intérieur, on est d'accord. Voilà. Et à un moment donné, ce mot-là, je dis, Christian, ça t'arrive d'être prétentieux, celui qui prétend quelque chose. Ah ben oui, je me suis dit, oui, je suis un grand prétentieux, parce qu'un jour, j'ai décidé que j'allais m'autoproclamer expert de la relation à l'argent. Il n'y a personne qui m'a donné un certificat, qui m'a dit quoi que ce soit, mais je n'aurais jamais osé le dire à un moment donné, parce que je me dis, non, même après. Puis un jour, je dis, mais oui, effectivement, tu as une vraie expertise là-dedans. Donc, si tu as une expertise là-dedans, tu es un expert. Donc, je me suis autoproclamé expert de la relation à l'argent. Vous voyez, un joli exemple de prétentieux que je suis. Personne ne me l'a dit, j'ai décidé de me l'autoproclamer moi-même. Voilà. Et donc, je suis prétentieux et c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est prétentieux, donc celui qui prétend quelque chose, voilà, peut-être en pensant qu'il a raison. Voilà. Donc, l'aura, par exemple, limité, borné, t'arrive-t-il, l'aura aussi de pouvoir être peut-être limité et borné? En tout cas, moi, je sais que je suis limité dans plein de domaines de la vie. Je suis super méga limité, je veux dire, et c'est vraiment OK. Par exemple, dans la mécanique en voiture, je suis plus limité que moi, tu trouves pas. Dans le polonais, je suis le roi des limités également, par exemple, et puis dans d'autres domaines également. Et puis borné, ben oui, ça m'arrive aussi. En ce moment, dans cette crise-là, je peux être des fois, cette crise qu'on vit, assez borné sur certaines idées. Je suis pas forcément prêt à entendre ceux qui pensent exactement l'inverse de moi. Donc, je peux voir aussi que je peux être borné aussi. Voilà, je sais pas si ça te parle un peu aussi ou pas. Oui, voilà. Donc, simplement, ça montre finalement à travers ces parties de nous que c'est des parties de nous qui existent aussi. Parfois, c'est des parties de nous qu'on ne s'autorise pas à vivre aussi, parce que des fois, on aimerait bien, pour être un peu plus prétentieux, en tout cas se montrer un peu plus et se prétendre un peu plus de qualité que ce que nous faisons, peut-être. Donc, ce sont des parties de nous que nous aurions idéalement idéalement à accueillir. Voilà. Voilà. J'aime pas avoir tort, voilà, donc car j'ai pas confiance en moi, donc prétentieux effectivement. Donc ça parle souvent de parties de nous qui nous agacent et qu'on met de côté, ou de parties de nous parfois qu'on aimerait bien oser être comme ça, mais qu'on n'ose pas. Et la partie là, quand c'est une partie de nous euh, qu'on n'ose pas, en général il y a deux possibilités. C'est-à-dire que soit ça m'agace, et ça m'agace, c'est parce que la personne m'agace d'oser montrer des parties que je ne m'autorise pas à vivre, mais que j'aimerais bien, ou au contraire, je peux être admiratif. Ça peut être l'autre chose, c'est que je peux être admiratif, et dire waouh, qu'est-ce qu'elle est courageuse, par exemple, alors que l'autre pourrait dire que la même situation, elle est prétentieuse, voyez, par exemple. Donc, simplement, ça peut être l'une ou l'autre. Donc, simplement pour vous dire, voilà, ces personnes-là, donc, vous voyez, c'est vraiment le cadeau que nous font les autres en permanence, que ce soit y compris notre partenaire de vie ou autre, ou nos enfants parfois, c'est de voir que ils nous montrent des parties. Moi, j'ai un fils qui était colérique, parfois qui fait des colères, il me mettait dans un état, et au fond, parce que moi, je ne m'autorisais à aucune colère. J'étais tellement dans la maîtrise, vous voyez, tip-top, bien en ordre, en plus, il fait la communication non violente, je ne pouvais pas me montrer violent, et lui, il avait une sorte de violence, dans sa colérique, il avait une sorte de violence il m'agaçait parce qu'elle était juste le reflet de mon incapacité à me mettre en colère et à pouvoir mettre des limites, peut-être à hurler un bon coup. Et ça aurait été, je peux vous dire qu'à l'intérieur de moi, j'aurais bien voulu. Donc, c'est pour ça qu'il m'énervait. C'est parce qu'il me montrait des parties de moi que je n'aimais pas. Donc, quelque part, c'était un maître aussi. Voilà. Donc, simplement, ça peut montrer des parties de nous, parfois qu'on ne s'autorise pas, qu'on n'aime pas, mais parfois, ça peut juste montrer, parfois, sur quelque chose qui est en évidence, là, à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que là, maintenant, qui fait miroir de quelque chose
Je donne un exemple très concret, un exemple très drôle qui m'arrive une fois. Je prends le train pour partir en voyage, justement, et je vois un gars qui arrive sur le quai avec sa radio, ça on s'en écoute, machin, à fond, très fort le truc de la radio. Et je me dis, ah non, non, mais alors ce mec-là, c'est le dernier que j'ai envie d'avoir dans mon train. Moi, je veux travailler, je veux faire de l'avance dans mon travail, mon ordinateur, donc je vais tout devant pour être sûr d'être le plus éloigné possible de lui. Et je m'installe, je commence à travailler, et au bout de quelques minutes, je tends l'oreille, je sens un bruit qui s'approche de moi et qui débarque pas dans le wagon. C'est lui avec sa musique toujours aussi fort et qui s'installe 3 rangs derrière moi. Donc, vous voyez, la tranquillité foutue. Alors là, j'ai 2 choix, c'est d'aller lui demander d'arrêter ou de changer de wagon. J'ai choisi la lâcheté, je change de wagon, mais j'étais lâche jusqu'au bout parce qu'en passant à côté de lui, je lui ai bien fait un regard de tueur pour lui montrer tout le bien que je pensais de son comportement. Vous voyez, une belle lâcheté. Je change de wagon, il y a une seule personne et je m'installe. Là, je m'installe et cette fois, je suis tranquille. Et je vous jure, ça paraît être une caméra invisible, le gars qui était un bout plus loin que moi a commencé à hurler des insanités au bout de 3 minutes dans le wagon. On n'est que 2, hein, à hurler des insanités. Et là, je m'arrête et je peux que rire en écoutant, rire en disant, mais c'est pas possible. Je dis, elle est où la caméra? C'est pas possible, il y a un truc là. Et vous voyez, le gars, bon, ben, il aura des trucs et tout, donc la tranquillité, c'est encore foutu. Mais là, ça devient tellement burlesque que je ne fais rien. Puis heureusement pour moi, il sort à l'arrêt suivant, mais simplement, il traverse le wagon et en passant juste à côté de moi, il ralentit et il me fait comme ça, le doigt bien en l'air. Voyez. On n'avait pas échangé un mot. Voyez. Et là, encore une fois, je le regarde stupéfait en disant, mais c'est quoi ce beans? C'est quoi cette histoire? Il part. Donc, vous voyez, la situation, voilà, elle est ce qu'elle est. Bon, en l'occurrence, elle est drôle, mais j'ai 2 choix à partir de là. Je peux choisir de râler sur la société, parce que c'était très simple. L'un comme l'autre, pour moi, il y avait le même qualificatif. Ce sont des gens irrespectueux. C'était vraiment ça pour moi. Hein. Ils sont irrespectueux par rapport aux autres. Donc, c'est la première chose. Après, j'ai l'autre choix de me dire, c'est tellement gros cette histoire-là, Christian, qu'est-ce que ça dit de toi? Et là, tout de suite, la réponse, elle est en quart de tour. Mais tu pars en voyage, tu es hyper fatigué parce que tu as mal dormi, tu as bossé comme un dingue, donc plus irrespectueux que toi, il n'y a pas. Je suis super irrespectueux que moi-même. Et ces personnes-là, vous voyez, à un moment donné, c'est comme si, quand on ne veut pas le voir soi-même, la vie nous amène des indices comme un jeu de pistes pour me dire, écoute, jusqu'à quand tu veux voir que tu es irrespectueux, là, je t'en envoie un bon gros lourd, tu vois, pour que tu le vois bien. Parce qu'autrement, si je ne veux pas entendre les signaux de la vie, à un moment donné, ce sera l'accident, c'est la maladie ou je ne sais quoi, jusqu'à que je le vois. Donc, vous voyez, c'est simplement comme ça que je peux utiliser, moi, ces signaux de la vie, vraiment, et ça va vraiment m'aider, encore une fois, à prendre les bonnes décisions. Là, la décision était très claire. Je dis, OK, je pars en voyage et je me fais la promesse tout de suite que j'ai commencé à prévoir qu'est-ce que j'allais mettre en place pour revenir plus reposé que je partais. En général, c'est plutôt l'inverse, mais ça m'a permis de prendre des mesures tout de suite là maintenant. Voilà peut-être ce que je vais vous partager à travers cette première chose. Une deuxième chose, alors ça, supposons que ce sont les 2 extrêmes, les 2 polarités. Moi, j'aime bien toujours travailler. Alors oui, je ne sais pas, c'est toujours évident de comprendre les signaux, mais plus on le fait, plus ça devient facile, en fait, Catherine. C'est vraiment ça, c'est vraiment une sorte de gymnastique. Hein. Donc, vous voyez, c'est ces 2 polarités. Et nous sommes piégés parce que, comme je le disais dans le podcast, on a tous entendu qu'il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses qui sont mal. Alors, je prends un exemple en lien avec l'argent, très souvent, généreux, c'est bien, notre façon de dire généreux, c'est bien, radin, beurre, c'est pas bien. On est d'accord là-dessus. Et au fond, si le risque, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'ai tellement peur qu'on puisse penser de moi que je suis un radin parce qu'une partie de moi que je rejette, c'est d'accord que radin, ça fait beurre. Quand on dit quelqu'un que c'est un radin, en général, ça nous coupe de lui, ça ne nous rapproche pas de lui. Donc, si j'ai tellement peur que je rejette le radin en moi, effectivement, je vais avoir toute une série de comportements que je ne m'autorise pas et je vais être limité, je vais juste avoir ces comportements. Je me sentirai obligé de me montrer plus ou moins généreux pour surtout pas qu'on puisse penser de moi que je suis un radin. Alors qu'au fond, il y a peut-être bien, effectivement, toute une série de situations où j'aurais pas envie de donner. Par exemple, je prends l'exemple typique, la cagnotte au travail. Hein, tout à coup, il y a quelqu'un qui prend sa retraite, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas voir en peinture, puis quelqu'un vient avec un grand sourire vous présenter l'enveloppe pour mettre des sous dedans pour le cadeau de départ. Mais au fond de vous, vous n'avez aucune envie de lui donner des sous parce que ce n'est pas une personne avec qui vous n'avez aucune sympathie. Mais la personne, elle atteint en face avec un grand sourire, puis vous dites, mais si je ne donne rien, je vais passer pour un super radin,
je ne m'autorise pas à rien donner alors qu'au fond de moi, j'ai juste pas envie de donner du tout. Et vous allez donner, mais ça fait cric à l'intérieur parce qu'au fond, c'est un contre-cœur. Vous voyez, vous êtes prisonnier parce que vous sentez obligé de vous montrer généreux. Vous êtes d'accord que si ça, c'est bien un exemple d'une fausse générosité, parce que ce n'est pas un élan du cœur, c'est juste une manière de ne pas vouloir montrer quelque chose. Alors qu'au moment où j'accueille le radin, que je suis prêt à être sur les deux extrémités, ça veut dire que je suis libre de tous les mouvements. Pour moi, radin, ça veut dire quoi? Radin généreux, ça veut dire quoi? Généreux, c'est ouvrir, j'ouvre grand, plus ou moins grand, j'ouvre et je donne à l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. On parle aussi bien évidemment pour être généreux que soi-même. Et radin, c'est juste on ferme. Je ferme que ça ne circule pas vis-à-vis de l'extérieur, je ferme à l'instant T. Et moi, je prétends qu'il y a des situations où il est bon d'être radin et il y a des situations où il est bon d'être généreux. Autrement dit, il y a des situations, je vais dire autrement, parce que chaque fois qu'on dit le qualificatif, c'est difficile, mais si je dis il y a des situations où c'est juste de fermer, autrement dit de ne rien donner, et des situations, c'est juste d'ouvrir plus ou moins grand, voire très grand, voire de donner. Je prends un exemple, si j'apprends que mon fils est addictif aux jeux, au casino, et bien me demander de l'argent parce qu'il s'enfonce dans un trou, eh ben, je vais fermer. Je ne vais pas lui donner d'argent parce que je n'ai pas envie de contribuer à ça, de participer. Donc, vous voyez, je peux le faire. Et peut-être bien parce qu'il sait que j'ai l'argent qui va me traiter de radin, eh ben, c'est OK, il me traitera de radin, mais je suis vraiment OK avec ça. Ben, je sais le sens que ça a de fermer. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Alors que si j'avais très peur qu'il puisse penser de moi que je suis radin, je me sentirais obligé de lui donner quelque chose, alors même que je n'ai aucune envie. Donc, j'ai vu plein de situations où des gens ont prêté de l'argent à des membres de la famille, à d'autres dans lesquels ils n'avaient aucune confiance, mais qui ne se sont pas autorisés à dire non par peur de passer pour radin et n'ont jamais revu leur argent. Alors qu'ils avaient tous les signaux en eux pour montrer que ça disait non à l'intérieur, mais ils étaient pris par ce piège parce qu'ils n'avaient pas accueilli une polarité et les deux polarités. Donc, ils ne sont pas libres. Donc, vraiment, la vraie liberté, c'est comment je peux naviguer à chaque instant en conscience, en justesse de situation, plus ou moins là, ou plus ou moins là, en fonction de ce qui se présente à moi. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est vraiment l'intérêt d'accueillir les deux polarités. Alors, on va faire un premier exercice, si vous êtes d'accord. Alors, pour ça, je vous invite à tous à couper vos micros. Je vais vous proposer de dire une phrase, mais on va accueillir le radin et la radine en vous. Alors, vous êtes d'accord, c'est super comme programme, hein. Ça fait très envie. Donc, alors, vous allez, idéalement, donc les pieds au sol, si vous pouvez, les mains en position d'ouverture, donc n'écrivez pas, et vous allez dire des phrases à haute voix, vous allez juste écouter les résonances corporelles et émotionnelles. Bon, si vous pouvez le dire à haute voix là où vous êtes, c'est mieux, et puis si vous ne pouvez pas, ben, vous le faites au moins à voix basse, mais essayez de le faire haute voix. Et vous allez dire la phrase simplement et alors, le mental n'aime pas, ça c'est clair, vous allez dire « Je suis un radin, je suis une radine, et c'est merveilleux ». Je suis un radin et c'est merveilleux. Et regardez juste ce qui se passe dans le corps, au niveau émotionnel et dans le corps. Puis on peut même pousser le trait. Je suis le roi ou la reine des radins ou des radines et c'est OK. Voilà, essayez juste de tester ce qui se passe. Alors, ou bien ça peut faire rire, ou bien ça peut coincer à l'intérieur, ou bien ça peut faire du bien, ça va vous amuser. Alors, regardez ce qui se passe. Voilà, on peut dire une fois la phrase, éventuellement une fois, je suis le roi, la reine, donc certains ça fait rire, c'est bien, soulagement, voilà, dit Marie, donc cette fois ça fait plus du bien. Voilà, donc vous pouvez me dire je suis super méga radin ou radine encore et c'est merveilleux. On peut pousser le trait, vous voyez, on va vraiment, on plonge dedans, on plonge dans la radinerie pour l'accueillir pleinement. Voilà, donc regardez ce qui se passe. Donc si effectivement des sourires, des rires, si effectivement c'est tendu, c'est plutôt des tensions, ça demandera juste de le redire un certain nombre de fois jusqu'à que le corps se détende. Hein. Voilà, vous voyez que c'est plutôt intéressant de voir que pour l'instant, ceux qui mettent des signaux, c'est plutôt quelque chose ça fait plutôt du bien hein, d'aller accueillir ça. Voilà. Parfois, il peut y avoir des bâillements qui sont des tensions qui sortent, c'est aussi très bien. Donc, simplement pour ceux qui auront encore des tensions, vous leur direz quelques fois après. Et puis, on va aller voir la polarité, la générosité. Alors, pour pouvoir faire la phrase, la générosité, c'est important de voir quel est l'indicateur qui vous fait voir comme généreux. Quand vous faites quoi, comme vous vous comportez, comment vous vous voyez comme généreux. Alors, oui, je rigole en lisant le commentaire d'Anne-Laure. Mais justement, au moment, Anne-Laure, où tu as vraiment accueilli la radine en toi, ça va, je dirais, presque couler comme l'eau sur les plumes du canard. Hein. Ça ne te fera plus grand-chose parce que tu dis, ben oui, je suis radine et généreuse, je suis autant l'un que l'autre, effectivement, je suis tout ça. Donc, généreuse, moi, l'indicateur, par exemple, tiens, je me vois comme généreux quand je donne aux autres. Je prends cet exemple-là. Ça peut être autre chose pour vous, mais si ça vous parle,
Donc, vous allez trouver un indicateur. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous donnez aux autres ou autre chose? Ça peut donner de l'argent, donner de votre temps ou juste donner aux autres de manière générale. Et à partir de là, vous allez dire la phrase. Alors, vous pouvez prendre cet exemple, mais si c'est autre chose, c'est autre chose. Hein. Il n'y a pas de mot juste. Ce qui compte, c'est que ça colle juste pour vous. C'est-à-dire, je suis généreux, je suis généreuse avec et sans donner aux autres. On met l'accent sur le sans. Je suis généreux avec et sans donner aux autres. Vous dites la phrase et regardez ce qui se passe dans le corps. Je suis généreux avec et sans donner aux autres. Regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt agréable, c'est inconfortable? Voilà, peut-être qu'il y a des bâillements qui sortent, mais vraiment, on met l'accent sur le sans. Parce que le avec, ça, vous connaissez déjà. C'est là sur le sans. En général, on se voit généreux seulement si on donne aux autres. Donc là, vous voyez, quand on dit on se voit généreux quand je donne aux autres, c'est conditionnel. Je suis généreux seulement si je donne aux autres. Alors que là, on est en train de voir qu'on va, voilà, le plexus qui sert, mitigé, donc refaites-le 2-3 fois. Vous me dire, je suis super méga généreux, généreuse, avec et sans donner aux autres. Le corps a juste son mouvement, ça va demander un petit peu de temps. Le mental ne comprend peut-être pas, mais je donnerai un petit peu de sens pour le mental juste après. Je vous laisse le refaire une fois ou deux. Voilà. Et puis, on peut être super méga généreux. Je suis le roi de la générosité ou la reine de la générosité avec et sans donner aux autres. Oui, alors tu peux dire à ton mental, Catherine, c'est un mensonge. Comme ça, il se calme un petit peu quand il veut prendre le dessus. Voilà. Le mental, écoute-le pas, c'est un mensonge. Voilà. Après, ça va. Donc voilà, poète divine, ça demande un petit peu de temps. Vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on a comme la peine à voir. Mais je vais donner une explication. Et des fois, une fois qu'on nourrit un peu le mental, ça va mieux. En fait, qu'est-ce que signifie cette phrase? Cette phrase signifie plus de rire. Je suis généreux que je donne aux autres ou que je ne donne pas aux autres. Vous voyez, on sépare la qualité de la générosité, qui est une qualité que nous avons, de toute condition extérieure. Il y a une semaine ou deux, je crois, il y a 10 jours, 2 semaines, j'étais à Paris. Il y a beaucoup de gens dans la rue à Paris. Puis des fois, je donne, des fois, je ne donne pas. Est-ce que je ne donne pas à l'instant T? Je suis quelqu'un qui n'est plus généreux du tout? Non, la générosité est une qualité que j'ai au fond de moi et que je choisis à chaque instant de déployer ou de ne pas déployer. J'ouvre ou je ferme. Mais ce n'est pas parce que je ne donne pas d'argent à mon fils que je ne suis pas quelqu'un qui peut être généreux. C'est généreux, c'est une qualité que j'ai indépendamment de toute condition. Alors que là, vous voyez, on est prisonnier de la condition qui est « je suis généreux seulement si je donne aux autres ». Mais dans ce cas-là, si on devait donner toujours aux autres et à tous les SDF qui sont dans la rue, je ne connais personne qui est généreux. Donc, à un moment donné, vous voyez que c'est vraiment différencier la qualité de la condition. Donc, maintenant que j'ai donné l'explication, vous pouvez redire la phrase « je suis généreux avec et sans donner aux autres ». On peut réessayer et voir comme si c'est différent. Je suis généreux avec et sans donner aux autres. Voilà, ok, voilà. Mieux, oui, c'est plus léger, effectivement. Et voilà, donc je laisse pour les autres, pour dire une fois, voilà, plus de paix, voilà, dit Catherine, ouais, on voit que ça change. Là, des fois, ça prend un petit peu de temps, parfois de nourrir le mental, voilà, plus fluide, ça aide. Hein. Donc, ça veut dire que là, on a accueilli le radin, on a accueilli le généreux sans condition, parce qu'encore une fois, très souvent, la générosité, c'est une fausse générosité. On est généreux parce qu'on a peur du regard des autres. Je connais des gens qui payent des tournées à tout le monde. Voilà, les bâillements, Sophie, c'est bien, c'est des tensions qui sortent aussi. Donc, des fois, je connais des personnes qui payent des tournées à tout le monde, mais ce n'est pas de la vraie générosité. Ils veulent juste acheter l'amour, ils ont juste envie d'avoir de l'attention positive, mais ce n'est pas un élan du cœur. Pour la générosité, c'est un élan du cœur. Donc, dès le moment où on accueille les deux polarités, là, vous allez vous sentir beaucoup plus libre à chaque instant de sentir le niveau d'ouverture, puis c'est bien ça, généreux et radin, ce ne sont que des jugements, mais qui n'ont pas lieu d'être. Pour moi, c'est juste le niveau d'ouverture qu'on va avoir à chaque instant. Et ce n'est pas parce que je donne de l'argent à quelqu'un que je suis généreux. Des fois, je me dis, ouais, j'ai donné de l'argent, je me dis, mais tu aurais pu être un peu plus généreux quand même. Vous voyez, j'ai ouvert un peu et je me dis, j'aurais peut-être pu ouvrir un peu plus aussi. Donc, voilà, comment on peut travailler une polarité et là, tout à coup, on devient plus libre. On devient plus libre. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, mais j'ai un autre exercice à vous faire, mais je propose d'abord de répondre à l'une ou l'autre question que vous pourriez avoir. Pas que vous repartiez frustré de ne pas avoir une réponse à une question qui était demandée ou dans les questions qui étaient demandées. Océane, là, je te laisserai voir, c'est un coup s'il y a des questions qui mériteraient d'être répondues. Et puis, autrement, des questions en direct avec plaisir. Simplement, une chose qui m'est venue, c'était quoi? Ah oui, parce qu'il y avait une question en lien avec ça. Donc, vous avez vu, donc simplement, s'il y a des tensions qui restent, ça veut dire que vous aurez à redire ces phrases pendant quelques jours
Le corps a encodé, a engrammé des tensions en fonction de notre vécu. Ce n'est qu'une question de temps. À un moment donné, ça se détend toujours plus et ça se libère. Ça peut aller très vite pour certains, ça peut être plus long pour d'autres, en fonction effectivement de votre vécu. Donc voilà peut-être pour déjà répondre à cette première question. Oui, Océane, tu veux dire quelque chose? Il y avait juste une question qui me paraissait pertinente et je pense qu'il pourrait intéresser tout le monde. On a une question sous la dernière vidéo YouTube qui est sortie aujourd'hui, qui est comment élever ses vibrations suite Oui. aux exercices. D'accord, ok. Comment élever son niveau de vibration? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a mille et une manières. Au fond, la réponse, vous l'aurez par qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui fait que je me sens, waouh, je me sens mieux après qu'avant. Moi, je sais, je suis allé faire mon jogging ce matin, même si j'ai pas forcément envie de partir, mais je sais que je me sentais clairement mieux après qu'avant et que ma vibration était meilleure. Je sais aussi que quand je passe du temps avec des personnes où vraiment on partage de manière authentique, qu'on s'ouvre l'un à l'autre, waouh, qu'est-ce que ça donne de l'énergie. Moi, je me sens énergétisé. À l'inverse, je peux aller voir des personnes qui sont sans arrêt, je pense à la personne famille, belle famille en l'occurrence, qui sont sans arrêt à râler sur les autres, à tout et tout ça. Moi, quand on ressort avec mon épouse, on ressort plutôt épuisé. Ça nous a pompé l'énergie. Vous voyez, donc à un moment donné, ça nous montre bien qu'une fois, il y a la vibration qui baisse, puis une fois, il y a la vibration qui monte. Certains, ben, je sais, juste de faire des respirations, ça fait du bien. Ou juste de chanter à haute voix une chanson que vous aimez bien, en général, ça va vous faire du bien aussi. Donc, il y a tellement, tellement de choses différentes. Moi, la nature m'y aide beaucoup, juste de m'arrêter, de regarder la nature, d'être dans la gratitude, de dire des merci, de me connecter à un arbre en face de moi, ça me fait du bien aussi. Donc, la bonne nouvelle, souvent, c'est que ce sont des petites choses. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires pour cela. Vous pouvez faire, je sais que avec Lucille Chavance, Anne avait proposé aussi de la cohérence cardiaque, par exemple. C'est des choses aussi qui vont faire du bien dans un exercice. Donc, voilà, c'est vraiment. Donc, vraiment, prenez un instant avec vous-même en disant, mais quelles sont les choses que j'aime, qui me font du bien? Je sens que après c'est mieux qu'avant. Voilà, écoutez un podcast Métamorphose, par exemple, Sophie, exactement. Voilà. Donc, ça peut être simplement ce genre de choses-là. Donc, quelles que soient vos pratiques, mais ça peut être ça, ça peut être, moi je dis de 2 minutes, je me mets dehors, je respire à plein poumon. Ça peut être se relier à quelque chose de positif, se réjouir de quelque chose à venir ou de se réjouir d'une situation passée. Aussi, Anne a invité Ludovic Leroux aussi sur la théorie polyvagale. Ludovic est un ami et je trouve effectivement qu'il explique comment se mettre en ventral, c'est juste un état qui procure de la joie. C'est quelque chose effectivement qui fait du bien. Voilà, mais au fond, des projets de vie, pour moi, Catherine, on peut en avoir à tout âge. Je veux dire, un projet de vie, c'est pas quelque chose de spectaculaire. Et ça pourrait être aussi de faire du bénévolat, mais ça peut être juste de passer du bon temps avec quelqu'un. Un projet de vie, ça peut dire, tiens, je vais partir marcher une semaine. Voilà, ça peut être en lien avec les autres ou seul. Donc, je pense que c'est important. Le jour où, pour moi, on n'a plus de projet dans sa vie, c'est qu'on est tourné sur le passé. Et je pense que les projets, ils peuvent être en lien avec les autres, mais ils peuvent être de nous à nous également. Ne serait-ce que d'être le mieux possible dans ses baskets, c'est déjà un projet de vie pour moi aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question pour vous. Voilà, mettre de la couleur. Donc c'est vraiment d'aller voir quelles sont les activités qui vous font du bien, peut-être quelles sont les activités que vous n'êtes pas autorisé à faire jusqu'à présent. Vous avez un rêve, peut-être de jouer un instrument de musique, de participer à une chorale ou je ne sais pas quoi, et autorisez-vous à le faire. Comment vous pourriez mettre de la place pour que ça ne soit pas un rêve et qu'un jour vous ayez des regrets, mais que vous puissiez commencer ça à mettre ça en place. Juste pour revenir sur la question d'Anne-Laure, le fait de penser que l'on est généreux ou radin en faisant telle ou telle chose, est-ce qu'il y a une croyance qu'on nous a inculquée? Alors, bien sûr qu'en général, on nous a expliqué qu'il y a des choses qu'être généreux, c'est bien. On nous a souvent montré qu'être généreux, moi, j'ai un certain âge, j'approche de l'âge de la retraite, effectivement, et quand j'étais à l'école du dimanche, à l'époque, ça existait, à l'instruction religieuse, autrement dit, on nous faisait comprendre qu'il y avait des attitudes qui nous permettaient d'aller du côté du paradis, puis d'autres attitudes, c'était plutôt l'enfer. À l'époque, on parlait encore de paradis d'enfer, on n'en parle plus tellement aujourd'hui, heureusement, mais voilà, pour dire qu'il y avait des attitudes, en général, des attitudes, c'était toujours tourné vers les autres, c'était bien.
tourner vers soi, ce n'était pas bien. Être égoïste, burk. Alors, moi, je prétends qu'être égoïste, c'est une très bonne chose parfois de se donner la priorité. C'est même absolument indispensable. Donc, je suis tourné sur moi. C'est de l'égoïsme et c'est un bon égoïsme parce que si je prends soin de moi, je serai mieux avec les autres. Mes enfants, mon épouse auront un meilleur père ou un meilleur conjoint si je prends ce temps pour moi. Voilà, pour moi, c'est un bon égoïsme. Donc, c'est pour ça que tous ces mots à connotation négative, moi, je leur donne du sens, qu'il y a des situations où ça a parfaitement du sens, y compris d'être violent si je suis attaqué, et qu'à d'autres moments, que ça n'a pas de sens, ou en tout cas, ça n'est pas ajusté. À d'autres moments, c'est tout à fait ajusté. Absolument, remplacer le « il faut » par « je choisis », c'est une excellente chose, parce que le « il faut » génère de la pression, inévitablement, alors que je choisis de faire ça, c'est tout à fait ça. Voilà, donc par rapport à la question, voilà, juste il y a sur un petit peu de bruit, il y a juste quelqu'un qui va passer par là, mais ça ne devrait pas être trop bruyant. Est-ce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres questions? Oui? Je voulais rebondir sur la sensation qu'a eu Cécile au niveau du plexus. On avait déjà eu ce type de questions sous ton exercice Liberté, les prisons que je me construis. C'est comment interpréter les sensations ressenties pendant les exercices? Alors je n'interprète pas dans le sens de dire « Ah tiens, j'ai une tension au plexus, j'ai une tension dans le ventre, j'ai une tension dans l'épaule ». C'est différent. Dès le moment où il y a de la tension, ça veut dire quelque chose qui n'est encore pas libéré. C'est vraiment ça pour moi qui est important de retenir. Après, on peut voir que, enfin, moi j'accompagne tellement de monde, je vois que chacun a des ressentis qui sont différents. Moi, je sais que chez moi, beaucoup de choses se passent au niveau du ventre. Par exemple, c'est vraiment là que j'ai les ressentis inconfortables, alors que d'autres personnes, ça va être le plexus, d'autres, ça va être peut-être la gorge qui est nouée, ça peut être différentes choses. Parfois, on peut voir, en disant ces phrases-là, d'ailleurs, que l'inconfort, il évolue. Il part d'un endroit, il part du bas, il va monter jusqu'à la gorge, comme jusqu'à ce que ça permettait de sortir pleinement. Mais je n'interprète pas parce que c'est au plexus, ça veut dire ça, parce que au fond, non, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de créer ou de créer une croyance ou quelque chose que je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas la réponse par rapport à un endroit en particulier. Merci. Oui, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse, une question ou une réponse aussi, peut-être quelque chose? Alors, si c'est le cas, le micro, ouvrez oui. votre micro, voilà. Votre micro si vous avez une question ou levez la main. Bon, je vais du coup en prendre une autre aussi qui faisait partie de notre document de questions. Oui. On a une question qui dit « Certaines personnes galèrent tout le temps. Je me demande pourquoi. Est-ce un héritage intergénérationnel ?» Alors, potentiellement oui, je dirais potentiellement oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi mes propres croyances. Je prends un exemple, si je pense que la vie c'est dur, par exemple, ben, je vais attirer plein de situations qui vont juste confirmer que la vie c'est dur, si c'est ma croyance. Si j'ai la croyance je ne peux pas compter sur les autres, je vais attirer plein de situations qui vont me montrer que je ne peux pas compter sur les autres. Donc, ça peut être potentiellement, oui, de la galère parce que je viens peut-être de milieux familiaux où il y a effectivement, ils ont galéré, ils ont vraiment des difficultés. Je vois qu'il y a un micro qui est ouvert là, c'est Fabienne, je ne suis pas sûr. Ils ont des micros qui, ils ont galéré de génération en génération, ils ont de la peine à s'en sortir. Et effectivement, par loyauté familiale, je revis les mêmes choses. Donc, parce qu'aussi, il peut y avoir une croyance qui a été dite ou pas dite dans la généalogie qui est de l'ordre de nous, on n'a pas le droit à l'abondance ou voilà, on n'a pas le droit au confort. Enfin, une sorte de croyance, encore une fois, qu'elle soit dite ou non dite, c'est égal, mais comme une forme de fatalité. Et c'est possible que j'ai repris ça comme étant comme ça et que je n'ai pas, ça peut que se passer comme ça. Donc, il y a encore une fois, on veut dire jamais une seule réponse, je veux dire et tant mieux, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais potentiellement, oui, ça peut tout à fait venir de là. Alors, peut-être ce que je vous propose, alors, comment se protéger des personnes qui nous font baisser notre énergie? Alors, Rosé, déjà, la première chose, déjà, je dirais que c'est d'essayer de limiter son temps avec ces personnes-là. Ça, c'est la première chose. Parce qu'au fond,
Euh, alors, c'est de la nourriture qu'on se donne. Hein. Imagine que, je donne souvent l'exemple de la voiture. Si ma voiture, elle marche au sans-plomb, je ne vais pas lui mettre du diesel. Hein, c'est une très mauvaise idée. Et puis, si on sait que cet aliment est toxique, en général, on ne va pas l'ingurgiter non plus. Donc, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que même quand c'est de la famille, je sais qu'avec mon épouse et moi-même, à un moment donné, dans notre famille, on a pris un peu de distance avec nos parents respectifs à différents moments parce qu'on sentait que c'était plus juste, on sentait qu'on avait besoin de se préserver, on sentait qu'on ne se faisait pas du bien de les fréquenter aussi souvent dans ces conditions-là. Donc, c'est important aussi de temps en temps de s'observer et puis de s'autoriser à se respecter mieux, justement d'être respectueux avec soi-même, parce que si je sais que je ne me fais pas du bien, que j'y vais, c'est là que je suis déjà irrespectueux. Après, parfois, ça peut être de poser les choses. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui fait baisser mon énergie parce qu'il est négatif et tout, ça peut être à un moment donné de dire, mais tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas rediriger la discussion puis voir un peu 2-3 choses positives. Ou des fois, voilà, ça peut être vraiment d'essayer de donner une autre direction, à cette discussion, à cet échange-là, où il dit, moi j'adorerais qu'on puisse parler un peu de choses plus positives et tout, parce que moi, ça ne me fait pas du bien d'entendre ce qui est négatif, d'entendre tout le temps ce qui est négatif. Ou des fois, voilà, c'est vraiment ça, ou des fois, ça peut être suivant les personnes, encore une fois, ça va dépendre de chaque situation, de dire, mais est-ce qu'il se passe des choses positives dans ta vie aussi? Parce que j'ai l'impression que je t'entends, que tout va mal, etc. Donc, ça peut être aussi, on peut essayer de conduire l'échange pour qu'il se passe autre chose. Mais après, si à un moment donné, je prends l'exemple, c'est mon chef, et puis que j'arrive pas, je suis dans le même bureau que lui, et puis que je ressors chaque fois mal, ben, moi, je dois poser la question de me dire, une fois, jusqu'où je suis prêt à supporter ça, jusqu'où, si moi, je n'arrive pas à changer ça, je dois envisager, parce que je me respecte, parce que je m'aime, de me trouver une autre situation professionnelle, par exemple, où je serais mieux, par exemple, plutôt que subir ça. Ça me paraît important. Voilà peut-être ce que je peux dire. Catherine, comment savoir si ce que ce n'est pas l'effet miroir? Moi, je te dirais, Catherine, aussi longtemps que c'était vraiment, vraiment profondément agacé par l'attitude de quelqu'un, c'est qu'il fait miroir de une partie de toi. Je pense que pour moi, c'est le cas. Après, encore une fois, je pourrais vraiment, une fois que j'aurais accueilli cette partie de moi, je pourrais vraiment ne plus être d'accord et poser mes limites, mais pas à partir d'un endroit beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille. Que tant que c'est de la réactivité, c'est qu'il est très probable qu'il y ait un effet miroir. Anne-Laure, s'il y a une tension dans le corps qui dure dans le temps, que l'exercice pourrait aider à aller trouver la part de soi qui n'est pas entendue. Alors bon, après, je ne prétends pas que ce sont uniquement des parties de soi qui ne sont pas entendues, hein, s'il y a des tensions qui durent, parce qu'il peut y avoir des tensions qui peuvent être avec des problèmes de musculaire ou de santé, c'est évident que ça peut aussi être le cas. Donc, je dirais, mais après aussi, on peut aussi des fois faire du focusing pour ceux qui aident. J'ai un ami, c'est Pascal Astir, il fait vraiment un travail de focusing, il accompagne les personnes à les sentir l'attention en 2 mots, dans le corps, aller voir quelle couleur elle a, quelle sensation elle a, vraiment l'accompagner pour quelque chose qui se détende. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider effectivement parfois pour aller détendre une partie comme ça. En tout cas, mon épouse, elle fait ça aussi parfois. Laura, comment se décomplexer sur notre valeur, salaire et demander notre juste prix quand on travaille dans un domaine qui nous passionne et on ne se sent pas forcément légitime de demander un haut salaire. Alors, la première chose, ça va être de travailler sur cette légitimité. Parce qu'au fond, si moi-même je pense que je ne mérite pas un plus haut salaire parce que je ne me sens pas légitime, pourquoi l'autre devrait me le donner? Pourquoi l'autre devrait me trouver légitime? Et c'est important que si j'ai envie de discuter, d'une augmentation de salaire, je dois vraiment déjà être en conscience de qu'est-ce que j'apporte dans cette entreprise, dans ce lieu-là, qu'est-ce que j'apporte qui a de la valeur, et vraiment pouvoir mettre du temps là-dessus, se concentrer là-dessus aussi, parce que et en quoi l'énergie que je déploie, en quoi les qualités que j'ai apportent une plus-value à l'entreprise. Donc, c'est vraiment déjà à commencer de soi à soi, à être clair sur la valeur que j'ai, autant que si je suis indépendant. Si je suis indépendant, j'ai l'impression que je n'amène rien à mes clients, alors soit
je dois changer de domaine parce que vous aurez des difficultés d'avoir des clients si vous ne pensez pas que vous avez un apport, ou alors effectivement d'essayer peut-être d'avoir un autre regard, de demander à vos clients qu'est-ce que vous leur apportez, parce que vous avez tendance à juste voir ce qui manque plutôt que voir ce qui est présent. Hein. Si on est dans un esprit de manque, plus dans un esprit d'abondance, on n'a pas simplement parlé dans ces podcasts, eh ben, ça va être compliqué. Donc, vous allez vraiment devoir prendre du temps à noter régulièrement tout ce que vous faites de bien, tout ce qui fait de bien qui va vous aider à vous donner de la valeur, à renforcer votre estime de vous. Et puis, un problème de légitimité, effectivement, c'est de voir est-ce que vous placez la barre trop haut, parce que des fois, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont légitimes seulement s'ils sont parfaits, seulement s'ils font tout juste. Et évidemment que ça n'existe pas, des gens qui sont parfaits, qui font tout juste, ils deviennent vite insupportables, d'ailleurs, parfois, ils ne supportent pas la moindre erreur, la moindre contrariété. Donc, d'aller accueillir l'illégitime en soi et le légitime avec et sans, comme on a fait pour le radin, le généreux. Au moment où on accueille déjà l'illégitime en soi, il y a déjà quelque chose qui se détend à l'intérieur. Voilà peut-être ce que je peux dire dans un premier temps. Voilà, le prix de mes œuvres, dit Cécile, oui, ça c'est un grand classique. Hein. Alors, de toute façon, quand je dis si vous avez à donner un prix, il y a 2 indicateurs qui vont voir si vous êtes à l'aise avec le prix que vous donnez. Parce que vous pouvez donner un prix plus haut que vous en avez envie, mais si vous êtes super mal à l'aise, ça ne va pas le faire non plus. Quand je donne mon prix, j'ai deux signaux qui montrent si je suis bien à l'aise. Un, c'est que si je suis debout, par exemple, je suis droit dans mes bottes, vraiment, je ne sens pas que je commence à vaciller physiquement, je suis vraiment bien ancré et je garde cet ancrage au moment où je donne mon prix, que je peux vraiment garder la personne droit dans les yeux, hein, parce que ça, c'est vraiment ça. Si je commence à détourner le regard à peine j'ai donné le prix, ça montre que je ne suis pas à l'aise. Et donc, c'est important de vraiment être à l'aise parce qu'autrement, l'autre va le sentir, ce malaise. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je donne le prix, c'est que je ne suis pas en train de justifier mon prix quand on ne m'a rien demandé. Je vois des personnes qui, elles donnent leur prix, tout de suite, elles justifient leur prix, alors qu'on ne leur a rien demandé du tout. Donc ça, c'est vraiment un signe de malaise également. Donc, encore une fois, apprendre à voir la valeur de ce que vous donnez. La valeur de ce que vous donnez, c'est autant en lien avec ce que vous faites, avec le plaisir que vous avez, avec les compétences que vous avez. Et c'est vraiment pouvoir imaginer le plaisir que les personnes auront, Cécile, d'avoir ton tableau. Aussi, que si j'ai du plaisir, là j'ai des tableaux devant moi ici, et si j'ai du plaisir à les voir, c'est que ça a de la valeur. Et c'est important de se focaliser sur ce plaisir-là que les gens auront et qu'est-ce que ça va leur apporter aussi. Donc, de toute façon, quand tu vends des tableaux, si les gens, s'ils n'aiment pas qu'ils achètent, c'est qu'ils sont un peu dingues quelque part. Hein, ou alors qu'ils n'osent pas dire non, mais pas en général. Et c'est important aussi, souvent, ce qui rend difficile de poser un prix, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce qui serait la pire chose qu'on puisse dire de toi, Cécile, en fonction de ton prix? Ça pourrait être de dire oh là là, mais elle se prend pour qui celle-ci? Ou alors c'est injuste, mais c'est du vol. Vous voyez, en général, peur de passer pour voleur, pour injuste, pour prétentieux, ça fait partie des peurs. Et tant que j'ai ces peurs-là, eh ben, je vais être coincé parce que c'est vraiment ça. Si j'ai peur de passer pour prétentieux, il y a toute une série de prix que je n'oserais pas mettre. Je vais rester petit parce que j'ai peur qu'on puisse dire de moi que c'est du vol, que c'est prétentieux, que c'est injuste, que je ne suis pas disponible pour tout. Ce n'est pas des prix ajustés pour tout le monde, donc je suis encore limité. Donc, encore une fois, c'est la même chose qu'on a vu avant. Une fois que je peux accueillir l'honnête et le voleur en moi, le juste et l'injuste en moi, je vais fixer le prix qui me semble correct et les gens penseront ce qu'ils veulent. Plus je suis tranquille avec mon prix, plus il y a de chances que les gens achètent mes œuvres ou viennent dans mes séances. Parce que ceux qui mettent des prix bas pensant qu'ils vont vendre plus, encore une fois, c'est un leurre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai beaucoup de thérapeutes et de coachs qui viennent me voir et je peux vous dire que c'est pas ceux qui ont les prix plus bas qui ont le plus de clients. Non, c'est juste pas. Les gens qui ont le plus de clients, c'est les gens qui ont de la tranquillité, de la sécurité sur leurs valeurs. Et leurs valeurs, ça ne veut pas dire que vous pouvez forcément amener... moi, je n'ai pas la prétention, là, je ne suis pas prétentieux sur ce coup-là, de pouvoir amener une réconciliation avec l'argent à tout le monde parce que c'est un travail d'équipe. Si la personne, effectivement, elle est prête à changer, il y aura des changements, très probablement. Mais si elle reste fermée et qu'elle n'a pas envie de faire un travail intérieur, je ne vais pas pouvoir forcer les portes et ce n'est pas de mon job de forcer les portes d'ailleurs.
OK, alors Gaëlle, c'est déjà bien, cette prise de conscience, de voir que tu es clivé entre radine et généreuse. Donc, autorise-toi à être l'une et l'autre, comme j'ai dit. Mais simplement, ça peut dire effectivement, est-ce que la difficulté, c'est d'oser faire mieux que de là d'où tu viens, peut-être du milieu d'où tu viens. Donc là, peut-être, c'est la peur de passer pour qu'est-ce qu'on pourrait te dire, le pire qu'on pourrait te dire, effectivement, peut-être si tout à coup ils apprenaient que tu gagnais beaucoup plus qu'eux encore, ça serait quoi le pire qu'on puisse te dire? Donc là, peut-être, on a travaillé ça effectivement sur les loyautés, je crois, dans le podcast sur l'argent, par exemple, donc travailler la loyauté sur le fait de ne pas s'autoriser à gagner de l'argent dans sa famille, par exemple, ça peut être ça, pour s'autoriser à une autre voie, à s'autoriser à gagner plus. Je vous propose peut-être pour terminer, ça vous va, l'exercice que j'avais prévu de faire, ça va prendre près une dizaine de minutes, et parce qu'il me paraît important. Et ça va parler aussi peut-être pour des personnes aussi par rapport aux questions. J'ai pu voir que dans cette... mais je veux quand même juste vérifier, il me semble qu'on n'a pas travaillé, la notion d'insécurité, sécurité, insécurité, on n'a pas travaillé. Okay. Donc c'est bien, il me semble, dans les podcasts. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit dans une situation comme maintenant, encore plus 2020-2021, générer beaucoup d'insécurité. Insécurité par rapport à son job, insécurité par le fait d'être malade, insécurité de ne pas savoir ce qui va se passer, etc. Et au fond, la vie, par définition, c'est insécure puisque aucun d'entre nous ne sait combien de temps il va vivre. On ne sait pas à quel moment on va mourir. Donc ça, c'est une réalité pour tout le monde. Donc, simplement, ça peut créer de l'insécurité. Et c'est important, c'est que tant que je suis insécure, que je ne veux pas être insécure, je vais entrer dans une zone de connu, qu'on appelle à tort zone de confort, et je n'oserais pas sortir de cette zone-là. Mais ce que j'ai vu, c'est que même les gens qui ont beaucoup d'insécurité, qui restent dans cette zone de connu, cette zone de référence, ils restent insécures, parce qu'ils ont toujours peur que la vie les tire en dehors de cette zone-là. Donc la peur, elle reste. Donc, le meilleur moyen de pouvoir faire des pas et de sortir de cette zone de connu, d'agrandir sa surface de jeu, c'est effectivement d'accueillir pleinement l'insécurité. Et c'est ce qu'on va faire à travers cet exercice. Et même chose qu'avant, je vais vous faire dire des phrases. Et puis, donc, même chose pour ça aussi. Donc, comme c'est en plus enregistré, vous pourrez après le réécouter si jamais. Donc, vous allez vous faire une position, les pieds à plat ou debout, c'est égal, ou assis, les pieds bien à plat, les mains en position d'ouverture. Donc, on va prendre un petit peu de temps et je vais vous faire un voyage pour vous faire vivre pour aller goûter à l'insécurité. Donc, il y aura peut-être probablement de l'inconfort. N'essayez de rien changer et vous allez juste répéter les phrases que je vous dirai. Parfois, je les répéterai juste 2 fois pour que vous puissiez bien les entendre. Ça va prendre un petit peu de temps et après, on travaillera la polarité. Parce qu'on travaille toujours une chose sans contraire, on travaillera la notion de sécurité. On ira voir la sécurité sans condition. Donc, vous allez commencer, on va commencer par la première phrase. Vous allez dire « Je suis insécure et c'est pleinement OK ». Je suis insécure et c'est pleinement OK. Voilà, vous prenez juste un temps pour voir ce qui se passe dans le corps, juste être à l'écoute du corps, et les émotions et les signes corporels. On ne s'occupe pas du mental pour l'instant, on donnera du sens après. Je vais pousser un petit peu le trait. Je suis super méga insécure et c'est bon. Je suis super méga insécure et c'est bon. Et vous restez toujours juste observateur de ce qui se passe dans le corps sans rien vouloir changer. On va dire, je ressens et j'accueille toute l'insécurité qui se manifeste en moi. Je ressens et j'accueille toute l'insécurité qui se manifeste en moi. Toujours la même chose, vous observez comment ça évolue. Bienvenue à l'insécurité, tu as une belle place en moi aussi. Bienvenue à l'insécurité, je te laisse une belle place en moi aussi. Et on redit la première phrase, la toute première, je suis insécure et c'est pleinement OK. Je suis insécure et c'est pleinement OK. Voilà, vous regardez comment ça évolue, vous regardez surtout comment vous vous sentez maintenant, parce que je vous ferai faire un petit exercice après, vous pourrez comparer. Regardez juste comment vous vous sentez. Certains, il y a encore des tensions, d'autres, il y a quelque chose qui est plus tranquille, qui s'est libéré. Restez juste avec ça pour l'instant, sans rien changer, sans rien noter dans le chat.
Maintenant, on va travailler la sécurité. Je vais vous faire 4 propositions différentes et vous allez les tester. Encore une fois, c'est le corps et l'émotionnel et le corps qui donnent les réponses, ce n'est pas la tête. Et vous allez mettre l'accent sur le sans, S-A-N-S. La première, c'est « Je suis sécure avec et sans argent ». Je suis sécure avec et sans argent. Et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Je vous fais une deuxième proposition. Pour ceux qui ont tendance à mettre du contrôle dans leur vie, je suis sécure avec et sans rien contrôler. Je suis sécure avec et sans rien contrôler. Et vous observez. Regardez ce qui se passe, regardez si c'est différent. S'il y a des bâillements, vous les laissez sortir, c'est très bien, c'est une tension qui sortent. Et je vous propose une troisième version. Et encore une fois, vous observez juste ce qui se passe. Je suis sécure avec et sans savoir ce qui va se passer dans ma vie. Je suis sécure avec et sans savoir ce qui va se passer dans ma vie. Voilà, j'ai un léger bâillement qui sort, je l'ai fait plein de fois, mais encore des tensions qui sortent parfois. C'est un chemin. Et puis, je propose une quatrième version. Celle-ci est un peu plus touchy parfois parce qu'on va parler en lien avec la mort. Je suis sécure avec et sans savoir quand je vais mourir. Je suis sécure avec et sans savoir quand je vais mourir. Je donnerai un petit peu de sens tout à l'heure. Et vous regardez ce qui se passe après avoir dit cette phrase-là. Et vous pouvez... Une fois que c'est fait, il faut voir s'il y en a une qui a plus d'impact des 4, vous pouvez la redire. C'est une des 4, avec et sans argent, avec et sans savoir ce qui va se passer, avec et sans rien contrôler, avec et sans savoir quand je vais mourir. Voilà. Vous pouvez juste la redire une des 4, peut-être pour voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y en a plus qu'une, alors quel impact, c'est possible. Peut-être les 4, peut-être une, peut-être 2. Et puis, une fois que c'est fait, alors je vous laisse encore quelques secondes, juste. Voilà, et puis maintenant, je vous propose de redire la toute première, vous allez regarder, c'est différent. Je suis insécure et c'est pleinement OK. Je suis insécure et c'est pleinement OK. Voilà, donc vous pouvez mettre dans le chat, peut-être 2-3 personnes peuvent mettre dans le chat. Voilà. Voilà, moi je viens de... J'avais de l'insécurité, je vous dis, j'ai fait ce test tout à l'heure, Covid, j'avais fait ce test, j'attends que je n'ai pas la réponse, parce que en plus je pars 2 semaines au Mexique lundi, donc je dis si je suis positif, mon voyage tombe à l'eau. Donc vous voyez, j'étais un peu insécure avec ça, je viens de regarder, je suis négatif, donc je suis rassuré. Donc, voilà, donc posé, léger, okay, soulagement, merci, ça fait du bien, exercice très puissant d'Hélène, tant mieux, merci. Voilà, vous avez vu, je pense que vous avez pu voir, hein, quand vous avez redit « je suis insécure », c'est pleinement OK à la fin, vous avez pu voir comme c'était différent, hein, j'imagine, hein, comme c'était beaucoup plus tranquille et relax. Parce qu'on a fait, une fois quand on va voir l'autre côté, la polarité, et qu'on revient, en général, il y a quelque chose effectivement qui change et qui se modifie. Voilà, donc plus ancré, plus détendu, plus stable après, voilà, chaleur intérieure, moins de pression au niveau du plexus, donc voilà, grand bâillement, pas de réaction en effet, voilà. Donc, je veux dire, je pense que pas de réaction, c'est que c'était différent après, j'imagine, tu voulais dire, ça vibre à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, là, on vient faire un exercice pour oser accueillir cette insécurité, celle que nous avons tendance à rejeter,
Et après, vous pouvez vraiment utiliser ces situations en direct. C'est-à-dire que je me souviens, j'ai fait une conférence toute nouvelle une fois, j'étais tendu et juste avant d'entrer sur scène, je me suis dit ces phrases, je suis insécure et c'est pleinement OK. Je suis sécure et avec et sans savoir comment ça va se passer. Je me suis dit ces phrases, il y a vraiment une grosse partie de la tension qui a baissé. Parce que si je fais comme si de rien n'était, il y a toute l'insécurité qui est en moi et je reste bloqué à l'intérieur, je reste tendu à l'intérieur. Alors qu'au moment où je fais ça et que je l'accueille, il y a quelque chose qui diminue. Puis c'est vrai, oui, ben, je suis insécure et c'est OK. Et j'entre sur scène et tout de suite, je pose ça. Je dis, oh là, vous savez, il y a une partie de moi qui est un peu tendue parce que c'est tout nouveau ce que je fais. Et au moment où je le dis, puis après, je m'amuse, ça part. Vous voyez, à un moment donné, surtout pas faire comme si ça n'existait pas. C'est vraiment plonger dedans, y aller pleinement. Et c'est là que ça va effectivement être beaucoup plus léger. Donc, si vous allez demander une augmentation, vous pouvez vous dire cette phrase-là avant. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un un peu que vous n'avez pas l'habitude, que quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez vous dire cette phrase avant. Ça va vraiment aussi vous aider à relâcher la tension.